Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter le Big Mice Tarot que j'avais vu sur la chaîne de Laurence. Alors je l'avais vu une première fois quand elle l'avait présenté, j'avais adoré ces petites souris. Et une deuxième fois quand elle avait fait la rétrospective de l'année 2023 où elle l'avait représenté brièvement. Et là je me suis dit que j'allais l'acheter. Et donc c'est un auto-édité. Et lorsque je l'ai reçu, j'ai constaté que comme le Joie de vivre tarot, eh bien les personnages avaient tous des petits noms et qu'il y avait des explications très sympas dans le livret qui est fourni avec. Donc j'ai demandé à l'auteur de me transmettre ce livret en PDF pour que je puisse plus facilement le traduire, ce qu'il a fait, et donc j'ai fait la traduction. Et vous verrez, ce qui est super sympa, c'est que chaque personnage a un nom comme dans le Joie de vivre tarot. Donc voilà, j'ai fait la traduction. On va commencer tout de suite par... donc il y a quelques explications qui vous sont données par l'auteur. Il vous dit que chaque carte de Mimite a été... Alors Mimite, c'est le Big Mice Tarot. Il s'appelle Bimite et le Mini Mice Tarot s'appelle Mimite. Donc c'est les cartes les plus qui sont plus petites. Donc chaque carte du Mimite a été écrite, conçue et destinée à être une incarnation du symbolisme du tarot auquel il fait référence. Donc il suit bien sûr le Rider-Waite-Smith. Mais si parfois avec des significations plus subtiles ou plus originales que d'autres, chaque carte prend racine dans une étude philosophique laïque et dans un amour sans limite pour cet instrument si puissant et profond. Donc il y a 78 cartes et 7 cartes en extra. Et il y a un certain nombre de tirages qui vous sont proposés. Alors je ne vous les ferai pas aujourd'hui parce que ce sont beaucoup des tirages de développement personnel. Donc il y a le tirage de la queue d'Alphiran pour savoir ce qu'on laisse derrière soi. Le tirage du cœur d'Alphiran sur ce qui nous motive vraiment ou motive les autres. Le tirage étoile et museau sur les rêves et les objectifs qu'on peut avoir. Le tirage du combattant, se battre et surmonter un obstacle. Le tirage des 3 amis pour les liens ou les unions. Le tirage des yeux d'Alphiran pour vous concentrer davantage sur votre situation actuelle. Il y a plein de tirages. Le tirage des cordons de serrage pour des lectures plus frivoles et légères pour pouvoir profiter du moment présent. Le tirage de la porte pour vous concentrer sur les jours à venir. Le tirage du long chemin pour essayer de regarder le plus loin possible. Et le tirage des géants pour une compréhension plus complète d'un problème ou d'une situation qui dure de longue date. Et ensuite, ce que vous avez aussi d'intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser comme un jeu de société où on vous explique que le but est de créer une histoire unique pour un Alphiran qui est votre personnage principal à travers l'inspiration des symbolismes des cartes. Donc on vous dit qu'il faut choisir un protagoniste, qu'ensuite vous pouvez mélanger le jeu, qu'il y a des événements qui vont arriver. Et vous avez la possibilité également de piocher des cartes. Donc c'est le deuxième jeu du mode d'Alphiran. Et donc pour créer une histoire... Et alors c'est assez complexe, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas vous pouvez l'utiliser quasiment comme un jeu de société, en tout cas un jeu à exécution successive, si ça vous intéresse. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les arcanes majeures. Alors... Donc là, on a une première carte. Je pensais que c'était la carte du fou, mais pas du tout. Elle est nommée The Early Bird et elle n'a pas la même couleur de dos que toutes les autres cartes. Donc toutes les autres cartes sont dans les marrons et celle-là est verte. Alors je ne sais pas à quoi elle correspond. C'est pas une des cartes supplémentaires, voilà. Donc ça, c'est une carte. Donc on va commencer par le fou. Donc je ne vous indique pas la signification des cartes parce que c'est la signification du rider, mais je vais vous indiquer le nom des personnages et pourquoi ils ont été choisis par l'auteur. Donc ça, c'est Lumino.
Il est appelé ainsi parce qu'il est né une nuit de pleine lune, mais aussi parce qu'il était léger, a trouvé une luciole un soir d'été. Depuis lors, il n'a jamais eu peur d'errer après le coucher du soleil, ni de chercher le chemin par lui-même. Le magicien, c'est Rala. Il a obtenu le titre de première ampoule. Il n'avait aucun doute. Elle aurait distillé un liquide capable de guérir du cœur de pierre, au risque d'éradiquer et d'affiner chaque bourgeon de la côte à plumes jusqu'au canyon vide. Alors il faut aussi que je vous dise que quand on nous parle de la côte à plumes et du canyon vide, il y a aussi une explication dans le livret sur les lieux importants. Donc on vous dit que la côte à plumes, c'est la zone proche du Grand Bleu où se trouve Coral Cup et ses habitants qui étaient autrefois la proie des bêtes blanches et à plumes. Et on vous dit que le canyon vide, c'est au nord de Golden Tower, un immense sentier avec rien d'autre que des rochers et des parois abruptes. Donc à chaque fois qu'on a une référence à un lieu, il y a une explication sur les lieux qui sont cités dans le livre. Donc je m'égare, je poursuis. La grande prêtresse, alors elle s'appelle Insirta. La leader du champ de la lumière ne s'intéressait guère au pouvoir et au prestige de son rôle. Elle était fascinée par le monde réel et surtout par ce qui n'existait plus. Toute son énergie était destinée à redonner vie au premier arbre aux branches rouges, éteint avant le premier règne, et tous ses sens à l'observation de la nature environnante. Alors c'est très poétique et il y a des explications qui sont un peu pas forcément faciles à comprendre parce que c'est un peu romanesque. Mais quand on lit tout le livret, on comprend le sens des représentations. Alors l'impératrice, elle s'appelle Zosa. Elle a presque tout donné pour le royaume, ses rêves, sa vie et tout son savoir, maintenant les frontières et unissant une population aux âmes très contrastées. Mais elle a gardé une chose pour elle à tout prix, Rimira et Poli, donc il y a Rimira et Pori. Son amour pour eux était une affaire entièrement personnelle. L'empereur s'appelle Todos. Il était chargé de surveiller l'équilibre entre les villes et était l'un des dirigeants les plus anciens et les plus forts de toute l'histoire d'Arcadia. Il avait mené une bataille, 3 soulèvements et risqué sa vie contre plus d'une plume de la mer, mais chaque fois qu'il tenait dans ses bras un petit alfiran, qu'il soit du même sang ou fils du vent, sa poitrine tremblait avec émotion. Donc vous l'aurez compris, c'est l'histoire des habitants d'Arcadia. Le hiérophante, il est né à Heavy Hand, il s'appelle Koro. Mais les coups qu'il a ressentis contre l'âme étaient plus forts que toutes les règles de combat qu'il pouvait lui enseigner. Il abandonna son arme et attrapa une brindille nouée, promettant d'être utile à tous les misérables qu'il rencontrerait. Il continua son pèlerinage jusqu'à ce que chaque brin de son manteau soit blanchi, et même un peu plus loin. Les amoureux, donc, c'est Rumino et Saltacorda. Ils ont entrelacé leur queue et ont juré leur amour sans un instant d'hésitation dans le domaine de Herbaro, avant d'abandonner tout ce qu'on savait avec une seule certitude. Ils auraient partagé tous les fruits ensemble et en auraient ri en famille pour le reste de leur vie. Alors Herbaro, c'est que je m'y retrouve dans mon petit... Est-ce que Herbaro, il nous a donné la définition? Non, je ne la trouve pas. Il me semblait l'avoir vue. Bon. Donc ça, c'est la carte des amoureux. C'est un peu désordonné, je suis désolée. On est en plein milieu d'après-midi, j'ai pas l'habitude de faire mes vidéos aussitôt. Bon. Le chariot, donc c'est Camparo, qui était un alfiran élevé parmi les rabbins, tors, nains, avide de vitesse par-dessus tout. Si un message devait être délivré en cas d'urgence, si un ingrédient devait arriver à tout prix, si des vies étaient en jeu, Lucintra et Lecintra, donc c'est les deux, seraient conduits avec une habileté insensée sur des routes que personne n'oserait traverser, tandis que le monde qui les entoure passait à toute vitesse, presque impossible à distinguer.
La force, c'est Philo. Malgré sa force brute et son courage extrême, Philo resta immobile pendant un très long moment, tandis que les écailles de dragon tournoyaient autour d'elle, à seulement un souffle d'attaquer. Juste un instant avant que ses mâchoires ne s'ouvrent, elle inclina son épée, faisant réfléchir le plein soleil de midi sur sa lame et profitant de ce fragment de cécité pour lui infliger un seul et terrible coup qui mit fin à sa vie instantanément. L'ermite s'appelle Pharaon. La sagesse. Pharaon a regardé sa lanterne pendant très longtemps, après une certaine dispute entre parents. Finalement, il s'est levé, a quitté sa maison et a donné tout ce qu'il avait aux autres. Il ne garda pour lui que cette même lumière, une robe et un bateau d'écorce, et il partit vivre le plus loin possible de tout le monde, mais surtout de leur bruit. Tama, donc c'est ce personnage-là. Tama était de santé fragile et n'était pas libre de sortir. Mais une fois les yeux fermés, elle s'est envolée dans un monde de rêves et d'émerveillement au-delà de l'imagination. Dénuée de toute limite, elle a enfin pu courir jusqu'à perdre le souffle et rire avec des amis qu'elle n'avait pas le droit d'avoir lorsqu'elle était éveillée. La justice s'appelle Morino. Morino se rendit dans un endroit où il avait grandi et remarqua que dans tout le village près de Drai Contrada, la structure qui supportait le mieux le poids du temps était cette vieille sculpture. Il se frotta le museau entre les pattes, se souvenant du serment qu'il avait prêté plusieurs années plus tôt, protéger les autres tant qu'on respire. Il a souri. Le pendu. Dema n'avait vu ces artistes de rue qu'une seule fois par hasard, mais cela suffisait pour imprimer en lui la volonté absolue d'apprendre ses tours, ses sauts et toutes ses pirouettes. Depuis le lendemain de cette représentation, il n'a jamais été lui-même en paix, s'entraînant continuellement dur dans des entraînements incroyables. Elle avait déjà accompagné de nombreux au-delà, depuis avant le premier, mais cela ne manquait jamais de la surprendre comment, laissant derrière eux le poids de ce qu'ils étaient, ces petits géants se lançaient par instinct vers ce qui allait suivre. Un jour peut-être, on lui permettrait à son tour de le découvrir. La mort n'a pas de nom dans ce jeu. Tempérance, elle s'appelle Bir Sera Laceto. Dans ses bras, sans interrompre sa berceuse, la soulevant légèrement pour couvrir le tumulte extérieur. Elle avait découvert des années auparavant que dans ces cas-là, la peur détruit plus que le feu. Dans son bras libre, elle remplit le panier de vêtements et de nourriture, ajusta le collier sur le visage de l'enfant, ouvrit la porte et rejoignit le vol. Le diable, Zamara, a été capable de vous offrir autant de vérité que vous étiez prêt à en supporter. Il avait appris à distinguer les voix venant d'une profonde obscurité et il a lu dans les braises le pire sort qui puisse vous attendre. On dit qu'avec un mot, il était capable de flétrir jusqu'aux fleurs. On n'a jamais su avec certitude si c'était vrai, personne n'a jamais osé lui demander une démonstration. La tour. Alors là, on a 3 personnages. On a Pineta, Rodomonte et Tonne, qui eurent juste le temps d'entendre ce bruit de tonnerre avant que la gravité ne les rappelle, les empêchant d'atteindre la fleur la plus haute. Ils ne savaient pas s'ils seraient tombés sur des feuilles ou sur des pierres, ils savaient seulement qu'ils tombaient, mais ils étaient néanmoins de nouveau ensemble. L'étoile. Lidina avait continué à arroser cette graine pendant plus de 8 ans. Seulement lorsque la pleine lune était haute, comme sa grand-mère le lui avait recommandé dans ses derniers instants, en mettant dans ses pattes ce qu'elle appelait « dernière touche de magie ». Ils rirent tous après elle, du moins jusqu'à ce que, enfin et d'un seul coup, une cosse pousse vers le haut. Lidina ne s'en réjouissait jamais, elle n'en avait pas besoin, elle avait raison. La lune. Alors là, on ne voit pas très bien. Là, c'est juste blanc. Ça reflète à cause de la fenêtre, mais c'est juste blanc. Donc la lune s'appelle Madricanto.
Elle était un érudit et un aventurier, mais tout a commencé cette fois où il a dévalé une falaise à la Coral Cup, enchanté par la lune, ne se souciant pas de ses pas alors qu'il la suivait. Il ne l'a jamais avoué à personne, mais il a toujours essayé de l'atteindre, le museau vers le haut, à tout prix. Le soleil. Lino était astucieux et rapide. Ça doit être le premier. Reno, donc le deuxième. Il était plus naïf, mais avec une volonté inébranlable. Ils ont juré d'être amis pour toujours alors qu'ils couraient au bord de la Grande Bleue sous le soleil d'été. Même après une vie sans se voir, quand l'un entendait des rumeurs selon lesquelles l'autre était en difficulté, ils étaient prêts à faire un voyage aussi long que tout le royaume pour tenir cette promesse. Le jugement. Face à un verdict, Rao avait été un brigand et un général. À la fois despotique et avide de pouvoir, il a commis plus d'une injustice. Il a complètement changé lorsqu'après s'être perdu parmi les géants, il a cherché une sortie pendant des mois, survivant à toute adversité. Il jura sur son chameau qu'il ne chercherait plus jamais autre chose que la paix. Le monde. Tam était le fils de soldat et c'est pour cela qu'il a consacré sa vie à la poursuite d'un seul royaume. Il est le drapeau de la première union des villes, il est le pèlerin qui le porte sur l'épaule de Cartier en chemin pour répandre un seul espoir, l'union. Et là, on recommence avec le fou parce que je les avais mis derrière au début. On poursuit avec les arcanes mineures, donc on va commencer avec les deniers que l'auteur a nommé pièces de monnaie. Alors là, on a Teto, qui a été arrêté alors qu'il n'en était qu'à sa première année en tant qu'architecte. Ils ont ri en disant qu'une arche comme celle qu'il avait dessinée dans son projet ne tiendrait jamais. 6 ans plus tard, Teto en a collecté suffisamment pour en construire une grandeur nature, si solide qu'elle tiendrait debout même en retirant une brique de la base. Et il a organisé une grande fête en dessous pour ses professeurs d'alors. Laga, donc le 2 de denier. Laga est née avec l'amour de la rue. Depuis qu'elle était troglodyte, elle s'était aventurée entre eux avec elle. Même une fois devenue adulte, lorsque la maladie du voile est apparue, elle a catégoriquement refusé de s'arrêter, retraçant ses chemins avec son esprit alors qu'elle les traversait, guidée uniquement par ses souvenirs et le bruit du vent. Kim a passé toute sa vie à réaliser des tableaux plus grands que lui-même, des merveilles gigantesques, fruits d'un travail minutieux dans le but express que les gens puissent s'y perdre et voir des réalités lointaines. Il est allé trop tôt là où vont finalement les Alphirans, mais ce qu'il a accompli a voyagé dans tous les coins d'Arcadia et au-delà et continuera de voyager pendant longtemps. Le 4 de denier. Là, on est avec Netono. Il avait éprouvé sur son manteau le poids terrible de la famine, isolé un hiver dans son petit village côtier et y avait à peine survécu. Depuis, à chaque récolte, il dépassait et finissait par entasser des dizaines de fruits pour les conserver, sans toutefois pouvoir les manger. Certains jours, le poids des feuilles de la serre semblait le juger pour cela, du moins c'est ce qui lui semblait. Un point difficile du voyage, l'esprit de volonté. Roro s'est retrouvé dans le puits à cause d'une dispute avec le reste du groupe. En bas, il a eu le temps de réfléchir, mais pas d'abandonner, et il a continué à crier sans arrêt toute la nuit après une tentative ruineuse pour s'en sortir. Lorsqu'il consumait sa voix, il continuait à siffler avec son souffle restant, sanglotant de temps en temps entre-temps. Alors là, on a 2 personnages, donc c'est Sasso et Fou, qui entendirent l'autre siffler au fond du puits, presque par hasard. Ils étaient sur le point de s'éloigner, convaincus que Roro était parti en colère, comme parfois arrivé. Ils l'ont fait sortir en échange de la promesse d'un repas copieux pour plaisanter, mais lorsque leur ami est sorti du gouffre sombre, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il leur saute au cou avec une telle gratitude. Le 7 de denier. Merlin était un sémoir, celui qui, à la mer des Pointes, était chargé de choisir comment organiser et gérer les cultures.
Dans son travail, il fallait être terriblement précis et ne pas pardonner les erreurs. Dur comme une coquille, disait-on. Personne ne savait que secrètement, derrière sa maison, il cultivait des plantes sur lesquelles il chantait souvent dans le seul but de les voir fleurir. Le 8. Semo aimait la lumière et jouait avec elle. Il parlait très peu, mais on le voyait souvent à contre-jour passer ses pattes entre lui, essayant de le toucher. Il a fait son existence rétro-éclairée, peignant des mosaïques de verre et de cristal, des rosaces épiques et des sculptures transparentes. Là, on est avec Kla. Kla ne pensait pas vraiment pouvoir affronter autant de lames, de pièges et de gardes. Pourtant, elle se trouvait maintenant dans les champs à l'extérieur de la tour dorée, avec suffisamment de grains d'or pour faire vivre le village de Truciolo. Au moins 8 saisons supplémentaires. Elle mit un long moment à les jeter autour d'elle, éclatant en 1000 ricanements. Le 10. Nouma traversait souvent une partie plus extérieure et plus ancienne des chemins des marchands. Peu de gens osaient s'approcher aussi près des géants, mais elle savait qu'il y avait un refuge solide sur l'un d'eux. C'était le genre de détail qui cédait rarement. Nouma a décidé que l'année suivante, elle le transmettrait à sa nièce. Cette pensée la fit sourire. Le page s'appelle Seza. Pardon. Il était sur la place tous les soirs lorsque les marchands quotidiens étaient fermés, échangeant avec les marchands nocturnes. Sous les lanternes de High Square, il dansa en échange de boutons de cuivre, apparemment sans réfléchir jusqu'à la demi-lune. J'ai oublié. Puis il rentrait chez son petit frère. Il lui racontait une histoire pendant qu'ils mangeaient le peu qu'ils avaient et finissait souvent par lire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le cavalier, donc Zariganta, bien soutenu, était arrivé à l'aube de la guerre des marchands. Le moment où l'on quitte la ville pour son premier vrai voyage dans le but de revenir sans aucun objet à vendre. Il craignait de décevoir le nom de sa famille alors qu'il chevauchait ce nouveau rabitor, fraîchement sorti de l'écurie. Donc ça c'est un rabitor, comme un rabbit, donc un lapin. Fraîchement sorti de l'écurie, un cadeau de son père. Il inspira et partit, sachant qu'il avait des fortunes sur lesquelles il pouvait être reconnaissant envers la vie. La reine, qui s'appelle Reria, elle était également connue sous le nom de couronne des tissus en raison de sa capacité à juger n'importe quel type et valeur de tissu avec moins d'un demi-regard. Elle réussissait seule à la transformer de la modeste famille de commerçants au plus riche de la ville avec cet instinct. On raconte que le roi lui-même lui demanda sa main dans un bazar après l'avoir vue jongler entre des rideaux et des manteaux. Et le roi de denier, Koréniru, était un roi que beaucoup ne reconnaissaient pas. Parti de rien, rien ne pouvait vraiment arrêter sa soif de pouvoir et de richesse vers la tour dorée. Il passait ses journées enfermé dans la salle de réflexion, étudiant les itinéraires, les mouvements, provoquant des actions. Tout tant que cela profitait à lui et à sa ville, qu'il considérait comme une extension de ses capacités. Voilà. On passe à la suite. Donc, ensuite viennent les bâtons qu'ils ont appelés les baguettes. Alors là, on a Simso qui a vu ses murs émotionnels s'éroder petit à petit lorsqu'il a rencontré Tullio, ou mieux depuis qu'il a opté pour le faux. Pour le faux plafond de sa maison, un soir après qu'ils eurent été ensemble à la taverne. Ils étaient tous deux bardes, mais de genres très différents. Simso est tombé amoureux de lui dès le 4e jour, mais il attendait les mots justes pour le lui dire. Il faut du temps pour les choses importantes. Santerba et Semola étaient cousins, nés de deux familles qui ont grandi l'une à côté de l'autre. Ils ont passé leur vie entrelacés à se raconter les moindres détails. Vus comme des commères et souvent en train de se chamailler, ils n'ont jamais vraiment cessé de se parler un seul jour de leur vie. Kersia savait qu'il devait traverser le banc de brouillard, mais il savait aussi que beaucoup moins que ceux qui y entraient parvenaient à en sortir. Écailles vertes et peaux humides ont pris d'assaut le secteur de l'algue verte et les routes ont souvent changé à cause de l'eau et de la boue.
sauf la route de pierre, la plus inaccessible, pour lui la plus sûre. Sambuco, Cora et Spino ont fini par se perdre, chacun... Non, alors il y en a 4. Ginepro, Sambuco, Cora et Spino ont fini par se perdre, chacun séparé de ses parents à cause d'une série de malheurs dont le principal a été une inondation. Ils se sont retrouvés loin et sont devenus la famille l'un de l'autre au cours d'un périlleux voyage à travers le royaume, sans jamais se quitter un seul instant. Titra, capable de casser une malle avec un bâton, entre en collision avec Nan, le brigand, sur le seul passage possible au gué de la rivière. Il voulait une pièce de monnaie pour la laisser passer, mais il ne reçut qu'un violent coup. Ils sont devenus amis quelque temps plus tard, mais le souvenir de Nan de ce premier passage à tabac a continué à vibrer dans ses os pendant longtemps. Le 6 de bâton, Aga a grandi parmi les rubans, les dentelles et les bonbons, et dans son cœur, elle avait envie d'un bateau à cause d'un conte de fées sur un roi poisson aussi grand que toute Arcadia. La famille a dû abandonner lorsque le jour de son anniversaire, elle a vu franchir le seuil de la maison avec un golden fin sur son épaule, prise avec ses pattes nues. Le 7 de bâton. Féfé était l'un des 5 encore debout qui savaient utiliser la danse du bois au lieu de l'art de la bûche dans la baguette lourde. Il perdit un bras et devint boiteux, mais il restait l'un des guerriers les plus puissants du royaume. Les écailles vertes étaient capables de l'entendre, l'air vibrait entre les deux avec cette tension de quelques instants avant que le tonnerre n'explose. Je pense que ce sont les serpents, les écailles vertes. Enfin, c'est expliqué dans le... Je vais juste vérifier, mais il me semble... Côte à plume. Oui, les écailles vertes, ce sont les serpents. On continue avec le 8 de bâton. Alors là, on a Kuro, qui était un Stone Leaper, rôle chargé de transporter les ordres et les messages à travers les défenses, accélérant à la frontière des géants en cas de passage d'une bête. Entre tous, il était le meilleur pour ne sentir ni terre ni poids sur ses pattes, si vite qu'il semblait voler, sans hésiter sur quel rocher sauter. Il sauva plus qu'un manteau avec sa course. Hermetra a eu le temps de voir un énorme et terrible reflet sur ses fruits avant qu'il ne soit trop tard. Elle a perdu quelques cheveux et une partie d'oreille ce jour-là, mais sa vie a été sauvée par un simple brin d'herbe à distance. À partir de ce moment, on savait qu'une fourrure rouge se trouvait à proximité et les gens ont commencé à sortir beaucoup moins. Le 10 de bâton, Rosetta trouva Nerino, Botoncino et Arancio dans un panier au bord de la route. Rien autour pour qui sait jusqu'où, alors qu'elle a fait ce qu'elle savait faire. Elle les a emmenés avec elle et les a élevés comme les siens. Enfants, avec tout le cœur et la force nécessaire pour les aimer plus que le monde ne l'avait fait jusqu'à présent. Cairo comprit soudain, après une vie derrière les livres, que cela ne lui suffisait pas. Son cœur avait soif d'aventure, ses pattes, de croiser des chemins passionnants, et surtout c'était sa tête qui lui demandait une existence qui, débordant de choses vraiment vécues. Naruné le mont et Sophio le chevalier se sont enfuis, couverts d'égratignures et de blessures, mais toujours intacts de cette embuscade. Ni l'un ni l'autre n'avait jamais vu autant de maraudeurs, ni autant de ronces que celles dans lesquelles ils étaient obligés de se jeter pour semer les poursuivants. Ce soir-là, Naruné reçut une double dose de foin et de baies. La reine de bâton, Tantira, était assise sur le trône solaire. Selon les légendes, c'était grâce au trône que le siège de bois pouvait s'épanouir. Elle n'en savait pas grand-chose, mais elle était certainement heureuse de ne pas être, contrairement à beaucoup d'autres, à côté du trône traditionnel du roi, mais devant lui pour pouvoir le regarder.
Elle tomba amoureuse de lui un jour lorsqu'il la vit risquer sa queue pour sauver un scarabée tombé dans une fosse. Après ce moment, elle était sûre de son cœur et de ses décisions. Et le roi de bâton, qui s'appelle Démacéo, était un alfiran capable de se mettre au premier rang en cas de danger. Affirmant qu'un roi n'est valable qu'en fonction du risque qu'il prend pour son peuple, il était aussi fort que ses symboles. Le siège en bois dont on disait qu'il florissait encore après des siècles, et la baguette d'ambre capable d'enchanter même les bêtes les plus féroces dans un passé lointain, rappelant désormais ce mythe, il emportait partout avec lui son fidèle geckos, Floglia, toujours affamé. Donc il est là son gecko, Floglia. Voilà pour les bâtons. On poursuit avec les coupes que l'auteur a appelées les tasses. Donc, l'as de coupe. Lyra et Campofiore se sont rencontrés pour la première fois ce matin-là, lors de la fête du tournesol à Coral Cup. Lyra était de là-bas et connaissait autant de stars qu'il y en avait. Elle aimait tellement parler qu'elle ne se taisait jamais. Campofiore, en revanche, le cœur battant, ne se lasse plus désormais de l'écouter. Sorgente et Rameau se sont mariés ce matin-là au lever du soleil autour d'un nombre considérable de parents et d'amis, mais chaque fois qu'ils parlent de ce jour, il ressort clairement de leurs expressions que l'un n'avait que l'autre en tête et rien de plus pendant la célébration. Tandrina, Arancia et Silto étaient 3 commerçants de 3 villes différentes qui se sont liés d'amitié par hasard un soir dans une taverne de la Contrada. Ils s'aimaient tellement que 3 fois par an, ils étaient prêts à faire de grands détours pour se retrouver juste à l'extérieur de Coral Cup pour échanger les meilleurs produits et les histoires les plus drôles. Ah, il y a encore une suite. Non, il n'y a pas de suite. Donc ça, c'est Garo. Garo avait raccroché son arme un jour après une mission à la limite de l'absurde et décidé qu'il ne lèverait plus que des tasses. Il trouvait de la joie dans le calme de chaque jour et dans la nourriture simple que lui fournissait sa terre. Bate en était ressorti intact presque par miracle, mais d'un autre côté, ses études, les ampoules, le travail d'une vie passée à produire des synthèses et des raffinements comme une alchimie brune, tout était réduit à des décombres éparpillés et fumant tout autour des terres environnantes. Il était vivant, mais il devait porter avec lui pour toujours le tumulte provoqué par son erreur. Le 6 de coupe. Astel s'est retrouvé dans cet état d'existence avancé dans lequel, en raison de la structure de l'esprit, il est normal de finir par voir davantage une période passée de sa vie que le présent. Ainsi, il levait souvent les yeux du feu pour se retrouver en train de courir à nouveau parmi ces gigantesques pointes et ses amis perdus depuis longtemps. Il souriait souvent pendant ces longs moments. Hibisco a fait un voyage au-delà de tout ce qui est connu, vers une lointaine terre de sable, pour retrouver la coupe de la mémoire, en suivant une chanson ancienne. Manta était aussi splendeur que le jour où il l'avait perdue, il y a de nombreuses années. Il savait qu'il n'admirait qu'une illusion, un rêve éveillé. Pourtant, son cœur battait exactement comme alors. Pinto est né plus petit que la moitié de la taille des autres, qui, en grandissant, n'avaient jamais manqué de le lui faire remarquer souvent et de crier. Les imbéciles ne savaient pas que Pinto avait 8 fois plus de courage que tous les autres. Dès qu'il fut assez grand, il fit rapidement ses adieux à sa famille et partit vivre une vie de géant. Le 9 de coupe. Cénerina a tout risqué, mais est quand même revenue au rare nectar, seul remède possible contre la foudre, pour se rendre compte que sa bouteille avait été perdue le long de la falaise d'où elle avait grimpé. Elle inspira longuement, entrelaça 2 feuilles et récupéra soigneusement la substance. Elle rentra chez elle, passant devant les ronces, des vrilles et une rivière sans en perdre une seule goutte.
Nerio, l'aîné, a été très critiqué pour sa décision d'élever un Black Wings Orange Beak dans Coral Cup. Les becs étaient mal vus. Les souvenirs des plumes de la mer et de leur guerre étaient encore trop frais, même s'ils dataient de plusieurs siècles. Quand des années plus tard, ils ont volé ensemble, lui et sa peau au-dessus de ses toits bleus et blancs, on pouvait l'entendre rire dans toute la ville. Le page de coupe. Quercia était l'une des Bristlifour, les enfants des géants, qui seraient capables de leur parler, élevée par une famille de la côte à plumes depuis qu'elle a été trouvée sur une plage. Elle détestait faire ses devoirs et fuyait toujours toute occasion formelle. Mais dès qu'Issa, sa sœur, exprimait un souhait, elle était capable de le réaliser de toutes les manières possibles. Comme cette fois où elle a trouvé une Sweet Flower, même si on ne l'avait pas vue depuis 3 saisons. C'est ça la Sweet Flower. Le cavalier de coupe. Zazu, appelé le malheureux, était la monture la plus expérimentée d'Arcadia. Il survécut aux attaques de bêtes de toutes sortes, contrairement à ses chevaliers. Désormais, confiant comme il l'était, il décèle chaque nouvelle recrue qui tentait de grimper sur son dos. Il accepta Stiletto un soir, mais seulement parce que lorsqu'il se présenta pour le sceller, il eut un orage et Zazu voulut se moquer des autres rabitors effrayés par le tonnerre. Ça me fait penser à Avatar où les montures choisissent également leur cavalier. Torita a eu une idée, inspirée d'un rêve dans lequel elle se tenait parmi les étoiles. Chaque nuit, elle observait le ciel d'Arcadia, étoile après étoile, saison après saison, broderie après broderie, venant créer un motif précis de chaque constellation. Ces tapisseries sont devenues des mythes, utilisés bien plus tard pour découvrir ce qui existait encore au-delà du canyon vide et des géants, dans des terres qui n'existaient que dans les chansons anciennes. Et le roi de coupe, il s'appelle Iréno. C'était un roi qui, au lieu du sang, avait de l'encre. Il écrivit 302 traités, des centaines de lettres entre les villes pour garantir leurs bonnes relations et un nombre presque incalculable de permis. Chaque jour, disait-on, dès qu'il ouvrait les yeux, il portait la couronne, aiguisait et trempait le morceau de bois et se mettait à écrire, avant même de parler ou de demander quoi que ce soit. Voilà pour les coupes et on termine avec les épées. Enfin, on termine pas parce qu'il y a des cartes supplémentaires, mais on continue par les épées. Donc là, on a Tinta existait pour une mission faite de serment et de vengeance envers un ennemi ailé, coupable d'avoir pris un frère Alfiran, s'éloigne d'elle trop tôt. Promise était le nom de l'épée, et comme une feuille dans le vent, elle était capable de se déplacer entre les pattes de Tinta, et personne d'autre n'est jamais devenu une proie en sa présence. Donc ça, c'est Tinta, et ça, c'est l'épée qui s'appelle Promise. Netto avait 2 lames et 3 reproches. Il a compris à un certain point qu'il lui faudrait tout résoudre avant de pouvoir continuer sa vie. L'une des 2 épées qu'il portait toujours sur son dos, cadeau d'un ami de combat, servant à lui rappeler précisément cela. « Ramène-le-moi quand tu seras heureux, dit-il. » Le 3 d'épée. Lusian et Ménula ont été amis tous les jours de leur vie, sauf le dernier, au cours duquel Lusian a décidé de la défier en duel pour prouver qu'elle était plus forte. Après une plaisanterie de trop, il a fini par glisser de la falaise, détruisant accidentellement le cœur de Ménula entre-temps. J'ai oublié de vous préciser qu'à chaque fois, il y a un mot-clé dans l'explication. Donc, par exemple, pour le 3 d'épée, on vous dit que c'est rupture, détachement. Voilà. Le 4 d'épée. Chaque année, Capibo faisait une pause et partait pour un long voyage vers les lames de Brida sur les côtes sud. Là, loin des voyageurs aléatoires, il a passé des journées à réfléchir, se souvenant souvent de sa mère et de la première fois où, sous ses lames colossales, elle lui a raconté un conte de fées composé de héros et d'un tel courage qu'il l'a forgé toute sa vie. Lula avait cherché les baies les plus douces, les herbes les plus fraîches,
et avait travaillé 36 heures pour préparer ce mélacidre, son meilleur plat, le préféré de sa fille qui revenait à la maison après un long voyage. Mais juste au moment où c'était prêt, il lui glissa inexorablement des mains. La jeune fille le trouva toujours coincé, regardant le pot, inconsolable. Le 6 d'épée. Il a fallu près de 2 ans à Timothéa pour construire ce petit bateau avec lequel elle envisageait de quitter Coral Cup. La route lui faisait peur, mais elle connaissait mieux les vagues que ses pattes. Dans la ville, on disait qu'elle avait le même sang qu'Atla, le premier navigateur. Elle ne savait pas si c'était pour ça ou qui c'était quoi d'autre. Elle savait seulement que ce qu'elle voulait, c'était découvrir de nouveaux endroits et ce qu'elle a fait à sa manière. Botoncino savait parfaitement que ses biscuits au raisin lui étaient interdits. Il était également parfaitement conscient que sa mère les avait soigneusement préparés pour ne les lui donner qu'après qu'il aurait fini ses devoirs. Rien de tout cela n'était suffisant pour arrêter son envie de sucrerie à laquelle il ne cessait de penser même lorsqu'il se faisait gronder. Le 8 d'épée. Jintra fut surpris dans son sommeil par le feu et pris de terreur, il courut haut jusqu'à ce qu'une poutre de plafond lui tombe dessus. Il n'est pas mort ce jour-là, mais il a porté la peur de cette lumière et de cette terrible chaleur dans ses yeux pour le reste de sa vie. Le 9 d'épée. Saltea a échappé de peu à la vague de l'inondation, se jetant vers l'entrepôt pendant que les autres couraient. Elle a réussi juste à temps à vider une coquille en bois pour le grain et à s'y cacher tandis que l'eau dévorait tout ce qu'elle avait jamais connu. Le 10 d'épée. Tobin et Myril restèrent longtemps en silence sur le toit pendant que le village était emporté par les eaux vives. Leurs querelles semblaient si loin, leurs querelles inutiles de là-haut. Le lendemain, ils repartiraient tout aussi tranquillement, main dans la main, prêts à tout recommencer. Le page d'épée. Spinso était un esprit libre, entraîné dès son plus jeune âge à honorer son petit clan d'épéistes. Bien qu'il ait toujours fait un excellent travail et que personne n'ait jamais réussi à passer outre sa garde, on le voyait souvent rêver, regardant on ne sait quoi. Le cavalier. Etara était, dans Swords of the Wind, la première de toute compétition entre ses pairs. Elle et Saltapulse étaient inséparables puisque ce dernier venait tout juste de sortir de sa coquille. Donc ça, c'est Saltapus. Quand ils étaient ensemble, il n'y avait aucun danger, ni aucune fureur qui puisse amener qu'il recule même devant un brin d'herbe. Luminara est resté assis sur le trône Shaggy assez longtemps pour être aimé pour ses capacités et craint pour ses compétences. Épéiste phénoménale et dirigeante sauvage, on dit qu'elle a vaincu son époux en duel un coup après l'autre. Sumsaro, malgré son rôle sur le trône de métal, n'était pas un guerrier d'action. Entre pages, tomes et stratégies, son intellect évoluait, des dizaines d'analyses en tout, c'était son esprit qui était la lame la plus tranchante du royaume. On le voyait souvent perdu dans ses raisonnements, assis pendant des heures et des heures, le regard allant d'un point à l'autre du plafond, faisant rebondir ses jambes au fur et à mesure qu'il déplaçait ses idées. Voilà pour la présentation du tarot. Et là, je vais vous présenter les quelques cartes supplémentaires. Donc, elles sont indiquées avec une note de musique sur le haut. Donc là, on a le premier. Gaïa vivait à une époque où Arcadia appartenait entièrement aux géants, où les Alphyrans n'avaient pas encore de nom pour eux-mêmes et étaient souvent victimes de crocs et de griffes. Gaïa, 2 fois plus grand que ses congénères, qui a vu un éclair dans le ciel à l'est et qui ne pouvait s'empêcher de penser à ses pattes de cette époque. Gaïa, qui fut le premier à saisir une pierre, détruisant avec fureur un ver écaille, prêt à tout pour lui prendre. Gaïa, qui a montré à tous qu'il pouvait se battre. Donc c'est la combativité. Le gardien. Petro était petit et d'une force énorme.
Personne n'a jamais pu expliquer comment, et des légendes sont nées sur la façon dont il a obtenu la capacité de déplacer des choses 3 fois plus grandes que lui. Mais tout le monde savait que ses muscles n'atteignaient qu'un dixième de sa volonté de protéger les autres. Son arme était un morceau de bois qu'il aurait saisi instinctivement lors d'une bataille, achevant une fourrure rouge dans un seul rugissement de fragments. Donc là, je pense que c'est la témérité. Le barde. Luna a composé les 7 chansons les plus célèbres d'Arcadia, dont une qu'elle s'est dédiée pour égocentrisme. Elle bougeait le cordon comme s'il s'agissait d'une extension de sa propre âme. Elle n'a jamais cherché l'or, mais seulement histoire et grandeur, et a trouvé les deux en grande partie, changé son monde, une note à la fois. Le navigateur. Atla a rompu un vœu fait par certains des premiers Alphiriens. Jamais dans l'eau, jamais dans la mer féroce, comme on l'appelait encore à l'époque. Trop d'horreur parmi ces eaux. Elle leur a montré qu'il était possible de gagner ces vagues au lieu de cela, même pendant une tempête, avec à peine plus qu'un fragment de bois et un gouvernail. Elle fut la première à renommer cette étendue d'eau la Grande Bleue, et des années plus tard, elle conduisit un bateau vers ses frontières inconnues, disparaissant à l'horizon pour ne jamais revenir. J'aime bien les cartes supplémentaires, ça change un petit peu du tarot, et puis ça peut donner des tirages un peu différents. L'observateur. Yoon est né dans le royaume peu après la chute de Petra City, une époque que l'on retrouve que dans de rares livres de légendes imprégnés de cette magie désormais si rare. Porteur de la vision en lui et condamné à une trop longue vie, après d'interminables errances, il prit conscience de sa mission, observer la vie des Alphirans, interagir lorsque cela est possible, faire évoluer leur destin. On dit qu'il attend dans une petite structure en briques et en bois, protégée par les géants, attendant quelqu'un. La voix. Rinto était une fourrure bristly, et comme son peuple, il entendait les murmures des géants parmi les racines et les branches desquelles il vivait. Mais à cette époque, ce n'était pas seulement un écho, mais une voix chorale et impétueuse qui l'appelait avec insistance. Il l'appelait par son nom, lui demandant une tâche que peu de gens encore, souvenez-vous, aider à la naissance d'un roi de géants enlevé de chez lui. Et là, on a le dernier. Alors là, A et E, donc A et E, étaient à la fin d'une chanson qui s'est un peu effacée, peu à peu, atteignant loin ces étoiles qui venaient d'être observées pendant si longtemps, jusqu'à ce que chaque début puisse être compris. Ils ont entrelacé leur queue une dernière fois, et on dit qu'ils étaient reconnaissants pour ce qu'avait été leur histoire, qui, comme tous, avait commencé par hasard. Ils se sourirent une dernière fois, tombant dans le plus chaud des rêves, dans les bras l'un de l'autre. Donc c'est une très jolie carte pour finir cette présentation. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc c'est le Big Mice Tarot et je vous remercie pour votre fidélité.